Jean-Jacques Monnier, vous êtes l'auteur un nouveau livre d'histoire de Bretagne. Pourquoi ce nouveau livre? Disons qu'il manquait un ouvrage grand public et l'occasion de le faire, ça a été l'ouverture de ce musée Breizh Odyssée à Landévennec, où les gens viennent, trouvent beaucoup de choses intéressantes et repartent en se disant mais comment je vais retenir tout ça? Et donc on a voulu répondre aux deux besoins, c'est-à-dire aux besoins du grand public d'en savoir plus et aux besoins du visiteur du musée de retenir une partie au moins de ce qu'il a vu dans le musée. Euh, il y a, Tous les pays ont une histoire et tous les pays ont des controverses. Et donc, il y a deux ou trois questions que les gens se posent, enfin les gens qui connaissent un peu l'histoire de Bretagne, il y a deux ou trois questions que les gens se posent. L'archéologue Yannick Le Serre a dit que les Celtes étaient jamais venus en Bretagne et l'autre archéologue britannique Sir Barry Conleaf a dit que la civilisation celtique était née à l'ouest de l'Europe, en Bretagne, en Cornouailles, où il y avait les mines de cuivre et d'étain qui étaient une prospérité extraordinaire à l'âge du bronze. Vous avez dû faire un choix. Non, disons, on a englobé un petit peu ces différentes théories en parlant des Celtes et de leur influence sur l'ensemble de l'Europe. Et d'autre part, par exemple, le Gaulois était extrêmement proche du Brittonique, hein, et donc il y a forcément quelque chose de commun à tous ces gens-là. Simplement, donc il y a des choses qui peuvent être développées dans des ouvrages spécialisés, mais pas dans cet ouvrage grand public. Alors l'autre question, c'est Nominoé. Est-ce qu'il était roi de Bretagne ou simplement gouverneur pour l'empereur Louis le Pieux? C'est toujours le cas lorsqu'un pays a une souveraineté contestée. La Bretagne n'est pas encore reconnue par le roi de France, donc pour la France, la Bretagne est dirigée par un prince, mais pas par un roi. Et pour les Bretons, par exemple, par contre, qui se considéraient comme complètement indépendants, c'est évidemment un roi. Wikipédia dit que Nominoé était le souverain. Oui, Ça met tout le monde d'accord. oui, c'est ça. C'est lui qui exerce la souveraineté véritable. Et donc, on peut le qualifier de roi, mais ça dépend du point de vue auquel on se place, ou du dominant ou du dominé. Une autre controverse, c'est le fameux traité de 1532. Pendant très très longtemps, les historiens français et même bretons ont parlé de traité de 1532. Et en fait, c'est un édit de François Ier, unilatéral, qui n'est pas signé par aucun exécutif breton, parce qu'il n'y en a plus de toute façon. Là, moi aussi, j'ai évolué quand j'ai écrit au début sur cette question dans les années 70. J'ai parlé du traité de 1532 parce qu'il y avait un livre qui s'appelait Le Grand Traité franco-breton de Michel de Mauny. Maintenant, non, avec les éléments qu'on a, on peut effectivement convenir qu'il n'y a pas eu de traité, il y a eu simplement un édit royal unilatéral. Et donc, le dernier texte entre la Bretagne et la France, c'est le contrat de mariage d'Anne de Bretagne avec Louis XII. Et Renée était l'héritière. Et Renée était l'héritière spoliée. Alors, une autre controverse, c'est la Seconde Guerre mondiale. Souvent, la presse régionale fait état de collaborateurs de la BZN-Perrot, mais quand on regarde les faits, la Bretagne a été très active pendant le débarquement en Normandie. Les réseaux de résistance ont saboté les communications allemandes pour pour empêcher les Allemands d'arriver en Normandie. En plus, c'est le Finistère qui a le plus de députés qui ont voté contre les pleins pouvoirs à Pétain. Et encore en plus, Général de Gaulle a dit les habitants de l'île de Sein sont la moitié de la résistance. Il a dit ça. Oui, tout ça c'est vrai. Et incontestablement, la Bretagne a été beaucoup plus fortement que d'autres régions résistantes. Ça a été reconnu par tous, d'ailleurs, à l'époque. Et les préfets de Vichy disaient dans mon département, l'opinion est gaulliste, ce qui voulait dire favorable aux Alliés et non pas à l'Axe. Et donc ces rapports de préfets favorables à Vichy, qui disent que la Bretagne est opposée à Vichy, on peut quand même les prendre au sérieux.
Alors cette grande histoire de Bretagne, grande parce que en fait, oui, pourquoi grande histoire? Parce que finalement, donc on croit que la Bretagne était arriérée à la traîne, qu'elle a accueilli des idées nouvelles venant de l'extérieur. Et nous, on découvre et on met en évidence une Bretagne qui est en avance, souvent sur son temps, qui découvre le feu, qui a les meilleures haches de pierre, ensuite les meilleures haches de bronze, et ainsi de suite, le meilleur commerce de la toile de toute l'Europe au XIVe, XVe siècle. Donc on découvre une Bretagne en avance sur son temps. Et encore aujourd'hui, il y a des éléments où elle est tout à fait en avance. Il y a de l'innovation en Bretagne. Et il faut l'histoire traditionnellement enseignée insiste trop sur les aspects négatifs, alors qu'il y a plein d'aspects positifs qui peuvent nous donner confiance. Ce que vous dites, c'est que la Bretagne a été très innovante dans le passé, a créé beaucoup de choses et il n'y a aucune raison que ça ne se reproduise pas. Oui, d'abord que ça ne se sache pas, il faut que ça se sache et que les gens aient confiance et que confiance aussi qu'avec en fonctionnant en réseau, en fonctionnant en serrant les coudes, on peut surmonter à beaucoup ce qu'on ne peut pas surmonter tout seul. Donc la raison de ces espaces musées découvertes et de ce livre, c'est pour compenser l'absence d'enseignement de l'histoire de Bretagne. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de faire un livre très polyvalent, qu'un enfant, un jeune de 15 ans doit être capable de lire, mais on sait aussi que ses grands-parents, et peut-être ses grands-parents, ont autant besoin de connaître tout ça que le jeune. Alors ce livre d'histoire qui vient de sortir en français, il va y avoir une version en breton et même en anglais puisque il y a beaucoup de touristes qui passent par ici dans cette péninsule pour visiter l'abbaye de Landévennec et ils découvrent ce musée. Et donc il va y avoir des versions en breton et en anglais qui vont sortir. Oui, donc le breton, c'est évident, on ne pouvait pas financièrement faire les deux la même année, ni financièrement, ni au point de vue scientifique, mais ça va sortir en breton à coup sûr, et en anglais pour beaucoup de visiteurs de beaucoup de pays d'Europe qui savent l'anglais, mais qui savent beaucoup moins le français. Et donc l'anglais étant devenu une sorte de langue monde, ce sera bien sûr normal de publier ce livre également en anglais.